Bienvenue dans la semaine sexiste sur la chaîne de la carologie. J'ai décidé que pendant une semaine, j'allais te balancer une vidéo par jour à propos d'un sujet autour du sexisme ou du féminisme. Si tu me découvres avec cette vidéo, tu sauras donc que je parle sur cette chaîne de sexisme, de féminisme, mais aussi de spiritualité, mais aussi de développement personnel, mais aussi de société, mais aussi de moi. Je parle de 1000 trucs, du coup je suis très contente de te voir ici et je t'invite à regarder mes autres vidéos pour que tu te fasses une idée. En parlant d'autres vidéos, j'ai déjà fait des vidéos à propos du genre, à propos du patriarcat, à propos de mes anciennes vidéos où je parlais de féminisme, et tu trouveras tout ça dans la description, ça pourra grandement te servir si tu ne vois pas trop de quoi on parle dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vais faire mon petit disclaimer pour te dire que je ne suis ni une professionnelle, ni une personne particulièrement plus légitime qu'une autre à parler de cette thématique-là. Je ne suis qu'une meuf de 20 ans qui a fait ses propres recherches et qui te présente aujourd'hui ce qu'elle pense au moment M, et peut-être que ça peut changer dans un an, et peut-être qu'en fait j'ai tort, et peut-être que je dis que de la merde, mais je vais te dire quand même les trucs qui maintenant me paraissent justes. Et cette semaine, on va parler de problèmes de société extrêmement graves, extrêmement lourds, des choses qui pèsent sur la conscience, qui pourraient éventuellement heurter ta sensibilité si tu te sens concerné ou si tu as vécu des choses dont je vais parler dans les prochaines vidéos. Du coup, tu es prévenu et tu t'imagines bien que j'ai pas envie de passer une semaine à monter et tourner et monter plutôt des heures et des heures de vidéos où je me morfonds, où j'ai que des bad vibes et je me sens mal. Évidemment, parler de ce genre de problème nécessite un certain sérieux, je suis totalement d'accord, mais tu t'imagines bien quand même qu'il faut rendre la vidéo un petit peu accessible, un petit peu agréable à regarder, histoire qu'on n'en sorte pas tous totalement déprimés. En effet, le but des vidéos de cette semaine n'est pas de se morfondre, de trouver que la vie est nulle, que la société est dégueulasse et que de toute façon on va crever dans un monde de merde. Non, le but c'est qu'on prenne conscience de plein de trucs, c'est qu'on réfléchisse ensemble, c'est qu'on réalise les mécanismes qui existent dans notre société et juste qu'on soit informé et conscient à propos de ces sujets-là. C'est pourquoi pour cette première vidéo, j'ai décidé de concocter une petite liste faite moi toute seule comme une grande pour venir t'énumérer les différents mécanismes sexistes que l'on peut retrouver dans la société à différents niveaux, dans différentes parties du monde, à différents moments de l'histoire. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que des personnes encore aujourd'hui ne sont pas au courant de ce qu'est le sexisme et de qu'est-ce que ça implique cette discrimination-là, parce que si tu ne sais pas, le sexisme est une discrimination basée sur le sexe et une discrimination systémique. Mais c'est une discrimination extrêmement vaste qui se manifeste de 1001 façons différentes et c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette liste pour que tu aies une idée à peu près globale de la situation. On va commencer la liste en faisant un tout petit saut dans le passé pour que tu aies une idée de la situation des femmes à l'époque. Figure-toi qu'il y a encore moins d'une centaine d'années, énormément de pays ne permettaient pas aux femmes d'aller voter. Dans le pays où je vis, c'est-à-dire la Suisse, le droit de vote a été accordé aux femmes en 1971. 71 pour les Français, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'était il y a moins de 50 ans. Par rapport à l'histoire de l'humanité, je sais pas si tu te rends compte de la proportion médiocre que ça représente. J'ai envie de te dire que je suis très contente de savoir qu'il y a eu un moment dans la vie où des personnes se sont dit tiens quand même, la moitié de l'humanité peut aller voter, ce serait pas mal qu'elles aient le même droit que les hommes, mais évidemment ce droit n'a pas été acquis par l'œuvre du Saint-Esprit, il y a eu des personnes qui ont milité pour l'avoir, notamment grâce au mouvement féministe. Évidemment à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir le compte en banque sans l'accord de leur mari, évidemment, société patriarcale le veut, je te renvoie à la vidéo qui en parle si tu ne l'as pas vue. Si j'étais née en 1950 ou avant, ou même peut-être un peu après, j'aurais pu voir à la télé des tas et des tas et des tas de pubs sexistes qui me rappellent que je suis le sexe faible, que je suis bonne à rester dans la cuisine et à passer l'aspirateur. On a encore des pubs sexistes aujourd'hui, mais on va dire qu'à l'époque c'était beaucoup moins subtil qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on arrive à faire passer des trucs en faisant semblant que c'est pas sexiste, qu'on fait pas d'objectification de la femme, alors qu'en fait si. Mais pour que tu aies une meilleure idée, je te renvoie à deux vidéos super. Ah oui, je l'ai pas dit, mais dans cette vidéo je vais te donner plein de références, du coup vas-y, fonce, va t'informer, parce que je ne suis pas une source de savoir absolu. Donc je te renvoie à une vidéo de Topito ainsi qu'une vidéo de Mister JD que tu trouveras dans la description qui traite le sujet parfaitement. Si comme moi tu as été à l'école, ce qui est très probablement le cas, tu as pu étudier de très grands auteurs, de très grands écrivains, de très grands philosophes, tous des hommes. Charles-Louis de Montesquieu, Denise Diderot, François-Marie Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, James Watt, Nikola Tesla, Albert Einstein, Isaac Newton, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Marcel Proust et Gérard de Nerval, pour ne citer que. Alors non, c'est pas vrai, il y a eu des femmes dans le tas. Il y en a eu, mais comparé à tous les auteurs qu'on a étudiés, c'est vrai que la plupart des grands inventeurs, des grands scientifiques, des grands littéraires étaient des hommes. Alors non, ne t'inquiète pas, tout ceci peut s'expliquer, ce n'est pas parce que les hommes ont particulièrement plus d'intelligence que les femmes ou plus de créativité ou que ce sont des meilleurs inventeurs en soi. Non, c'est juste qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation comme les hommes. Évidemment, à l'époque, on préférait que les femmes pondent des enfants et fassent à manger à leur mari plutôt que d'aller s'instruire pour devenir des grandes figures de la philosophie. Donc non, ce n'est pas un hasard si tous ces grands hommes étaient du coup des hommes, c'est tout simplement qu'ils avaient des privilèges. Attention, mon Dieu, ce mot! Oui, des privilèges. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans une société qui leur permettait d'atteindre ces objectifs-là et de devenir connus. On peut aussi le constater par le fait que, par exemple, beaucoup de femmes écrivaient sous un pseudonyme masculin pour devenir connues, parce qu'elles savaient que si elles écrivaient sous un pseudonyme féminin,
ciao, à la trappe. Et non, elles sont devenues connues grâce à leur pseudo masculin. Et quand on a découvert, oh là là, en fait non, c'était une femme qui avait écrit cette merveilleuse histoire, ce merveilleux roman, ce merveilleux recueil, bref, peu importe ce que c'était, et ben, bim, elle se faisait humilier, elle se faisait lyncher, mauvais artiste, nul à chier, poubelle, dégage. D'ailleurs, j'ai parlé d'art, j'ai parlé de science, j'ai parlé de philosophie, mais je pourrais aussi parler de politique, en précisant que la plupart des présidents qui ont existé dans le monde sont des hommes, que la plupart des dictateurs qui ont existé étaient aussi des hommes, et là tu vas m'énumérer les 2 meufs parmi les 20 mecs qui ont existé, mais à nouveau, c'est pour montrer qu'il y a une disproportion assez massive. Alors non, je dis pas que ça aurait été trop cool d'avoir des femmes dictateurs et puis qu'il y ait que des présidentes, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est juste pour te montrer que la société est construite de sorte à ce que le sexe masculin ait une domination par rapport au sexe féminin, parce que c'est souvent lui qui se retrouve dans des postes supérieurs ou des postes qu'on va, comment on dit ça, valoriser. Laissons le passé de côté, parlons d'aujourd'hui, parlons de notre société actuelle. Je vais commencer par parler de ce qu'on peut retrouver en Occident, ce qu'on peut appeler communément l'Occident, et ensuite on va continuer à se dispatcher dans le monde pour que tu vois comment est-ce que tout ça se manifeste ailleurs. Deuteronomy 28 and 28 says, "The Lord shall smite thee with madness and blindness and astonishment of heart." Comment se manifeste donc le sexisme dans la société occidentale en 2017, Carolina? Je te réponds tout de suite en commençant par parler des violences conjugales. Qu'est-ce que c'est les violences conjugales? Ce sont les violences qui peuvent être présentes au sein d'un couple. Et tiens, bizarrement, la majorité des victimes de violences conjugales sont des femmes, et la majorité des auteurs de violences conjugales sont des hommes. Oui, il existe des femmes auteurs de violences envers des hommes qui du coup sont les victimes. Mais à nouveau, quand tu regardes les chiffres et les proportions, c'est très significatif. Quand on parle de violences conjugales, on ne parle pas seulement de manipulation psychologique, on ne parle pas seulement d'insultes, on ne parle pas seulement de chantage moral, on parle aussi de coups, on parle aussi de meurtre, on parle aussi de viol. Si jamais toutes les sources vont se trouver dans la description, point par point, ne t'inquiète pas, j'ai fait ça bien. 134. Le nombre de femmes mortes sous les coups d'un conjoint violent en 2014. Parmi ces victimes, 118 ont été tuées par leur partenaire officiel et 16 par leur conjoint dit épisodique. Ce chiffre est en légère hausse puisqu'en 2013, elles étaient 129. 223 000. Le nombre de femmes de 18 à 75 ans qui subissent des violences physiques et sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire. Selon une moyenne établie par l'INSEE pour les années 2010 à 2015, 70% de ces victimes ont subi des violences répétées. Parmi les femmes victimes de violences, 14% déclarent avoir déposé plainte auprès d'une gendarmerie ou d'un commissariat à la suite de ces violences. Comme je l'ai déjà dit, tu trouveras d'autres liens dans la barre d'infos qui complètent les informations que je vais te donner, c'est juste qu'il y a tellement de choses que je peux pas m'attarder sur tout. L'autre point que l'on va aborder par rapport au sexisme en Occident, c'est l'instrumentalisation du corps féminin. Si tu as des yeux en fonction et que tu ne vis pas dans une grotte, tu as sûrement remarqué que très souvent, pour vendre un produit, on va utiliser le corps féminin. Alors on voit de plus en plus aussi le corps masculin être utilisé pour ça, mais à nouveau, question de proportion, le corps féminin est beaucoup plus utilisé que l'autre. C'est-à-dire que pour te vendre n'importe quelle connerie, une brosse à dents, un éclairage, une voiture, un pull en laine, on va te foutre des culs de femmes partout, des boobs partout, de la nudité féminine partout et sexualisée, parce que ce n'est pas juste un corps de femme, ce n'est pas cette femme-là qui décide de se montrer aux yeux du monde parce qu'elle le veut, c'est qu'on va utiliser son corps comme un outil marketing. Dis-toi que même les chaînes de fast-food utilisent ce genre de techniques douteuses pour vendre des burgers sérieux. Lorsque tu vois des photos de meufs en train de manger des burgers, on dirait qu'elles sont en train de sucer une bite, ou une autre qui est en train de boire un Coca-Cola entre ses deux seins et on voit que son décolleté et le Coca-Cola, tu vois. On voit ça pour les marques de vêtements, pour les marques de parfums, pour la musique, pour tout, tu vois ça partout, c'est un truc, c'est omniprésent. Le point suivant que je voulais aborder, c'est le thème du viol. Il y aura une vidéo consacrée seulement à cette thématique-là, mais je tiens quand même à donner certains chiffres. En France, les chiffres varient entre 60 000 et 100 000, voire plus, de femmes violées par année. Et là, on ne compte même pas les personnes mineures. Dans 90% des cas, le violeur est un proche plus ou moins éloigné de la victime. À la poubelle ce mythe comme quoi les violeurs c'est forcément des inconnus complètement tarés qu'on n'a jamais vus dans nos vies. Non, c'est totalement faux. Je répète, dans 90% des cas, le violeur est un proche ou une connaissance de la victime. Dans 90% des cas, le violeur est un proche ou une connaissance de la victime. La majorité écrasante des victimes de viol, toutes confondues, sont des femmes. Oui, il existe des femmes violeuses, oui, il existe des hommes violés. Mais à nouveau, la majorité des auteurs, même des auteurs de viol d'hommes, sont des hommes. Et la grosse majorité des victimes de viol sont des femmes. Alors, pour t'aider à imaginer la proportion de femmes concernées, on va en prendre 5 que tu connais. Ta maman, ta mamie, ta sœur, ta copine et ta meilleure pote.
Top, je suis un pays dans lequel 27% des gens pensent encore que l'auteur d'un viol est moins responsable si la victime portait une tenue sexy. Je suis la France. Point suivant, prostitution et pornographie. Dans les mouvements féministes, il y a beaucoup de débats autour de la sexualité féminine, c'est-à-dire que certaines vont voir l'émancipation des femmes à travers une sexualité libérée, à travers une sexualité assumée, d'autres vont penser que ce n'est pas une bonne idée parce que dans tous les cas, c'est une sexualité dédiée pour les hommes. Personne n'a raison, personne n'a tort, c'est juste une question de point de vue, et quel que soit ton point de vue, il y a quand même des réalités qui ne sont pas réfutables. Dans le domaine de la prostitution, on constate à n'importe quel niveau dans le monde que la grosse majorité des personnes qui se prostituent sont des femmes. Et c'est pas des personnes forcément qui l'ont décidé, parce qu'aussi dans la grosse majorité des cas, ces femmes-là n'ont pas décidé de se retrouver là ou l'ont fait par contrainte. Alors oui, évidemment qu'il existe des femmes prostituées qui l'ont décidé, qui l'ont voulu et qui le vivent très bien, mais à nouveau ce n'est pas représentatif de la réalité à l'échelle mondiale et même à l'échelle nationale d'un pays. C'est très souvent des femmes étrangères, dans une situation précaire, qui sont soumises à quelqu'un d'autre, notamment un homme souvent qui lui prend son passeport, qui lui prend son argent ou qui lui fait du chantage parce qu'il sait des choses sur sa famille. Dans tous les cas, tu peux trouver plein de reportages qui du coup vont confirmer ce que je suis en train de te raconter là, donc c'est pas très dur franchement à constater. Je voulais juste rajouter le fait que oui, même s'il y a certains hommes qui se prostituent, c'est souvent pour une clientèle masculine à nouveau, parce que le client, celui qui achète cette marchandise, est très souvent un homme. Si tu habites dans une grande ville, il y a de très grandes chances pour qu'il y ait une zone dans la ville où il y ait beaucoup de prostituées. Il suffit que tu passes par là et que tu te rendes compte que dans les vitrines où il y a des prostituées, il n'y a pas franchement beaucoup de mecs. Pareil pour le porno. Alors oui, maintenant il y a du porno pour les femmes qui existe, mais à nouveau, par rapport au marché global du porno, la plupart du contenu produit est pour l'excitation de l'homme hétéro. Je suis sûre que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui est bien homophobe, mais qui adore voir deux filles s'embrasser pour se taper une bonne branlette. Le point suivant dont je voulais parler, c'est le revenge porn. Alors c'est quelque chose qui se voit beaucoup plus depuis l'apparition des réseaux sociaux, évidemment parce que ça a facilité la tâche, mais alors qu'est-ce que c'est le revenge porn? C'est en fait la pratique qui consiste à se venger de quelqu'un en diffusant des images pornographiques ou des vidéos pornographiques de cette personne. Inutile de te préciser que la majorité des victimes de ce genre de pratique sont des femmes, évidemment. Oui, il y a sûrement des hommes aussi qui se sont vus être harcelés, lynchés, humiliés publiquement parce qu'il y a eu des images d'eux à poil ou des vidéos d'eux en train de se branler je sais pas quoi sur le net, mais à nouveau, la majorité écrasante des personnes qui se sont suicidées à cause de ce genre de truc, parce qu'il y a des personnes, beaucoup trop de personnes qui se sont suicidées à cause de ça, ont été des femmes. Il y a un nombre incalculable d'histoires d'adolescentes qui se sont retrouvées pendues dans leur chambre parce qu'un tel avait mis une vidéo de ses seins ou parce qu'un autre avait fait une vidéo sextape sans savoir machin, et qu'elle s'est retrouvée humiliée de A à Z sur tous les réseaux sociaux, harcelée pour changer d'école et tout ça. Il y a plein d'histoires comme ça. Et ça c'est juste une conséquence de la vision faussée qu'on a de la sexualité depuis des millénaires, qui est celle d'un homme qui baise et qui est un champion, et d'une femme qui baise qui est une pute. On pourrait aussi parler de harcèlement et de domination de rue. Je te renvoie à une autre vidéo que j'ai faite en parlant de harcèlement que j'ai moi-même subi, donc c'est mes expériences personnelles, mais tu peux en trouver plein, notamment grâce au hashtag balance ton porc et au hashtag MeToo qui a tourné dernièrement. On pourrait parler des inégalités salariales, mais j'ai pas envie de m'attarder dessus, sinon ma vidéo va durer 2h30. On pourrait parler des controverses par rapport au droit à l'avortement, un droit qui a été acquis ces dernières années grâce à Simone Veil et qui se retrouve aujourd'hui remis en question par je ne sais quelles associations et je ne sais quelles personnes qui s'intéressent à ça et qui du coup veulent enlever ce droit aux femmes qui est un droit fondamental. On pourrait parler d'encore beaucoup de choses, de sexisme médical, de sexisme au travail, de sexisme tout ce que tu veux, enfin bref. Mais voilà, t'as à peu près une idée de ce qu'on peut trouver dans notre société aujourd'hui. Sortons maintenant un petit peu de l'Occident, allons voir un peu ailleurs comment ça se passe. Est-ce que tu sais ce qu'est le trafic d'êtres humains ? Parce que moi je sais et j'ai envie de te l'expliquer. Alors trafic, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un marché illégal qui se fait à très grosse échelle dans un pays ou entre des pays ou entre même des continents. Par exemple, le trafic de drogue, c'est quelque chose qui existe à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que la drogue elle peut voyager d'un pays puis dans un autre et un autre continent et traverser la mer et machin, tout ça c'est un trafic. Et il existe du trafic d'êtres humains. Et oui, on trafique des êtres humains, figure-toi, on achète des êtres humains, on revend des êtres humains, on achète des enfants, on revend des enfants dans des buts très précis. D'ailleurs ça se fait dans beaucoup de pays différents, ça se fait à différentes échelles et dans différents buts. Moi ce dont je voulais parler c'est le tourisme sexuel et la prostitution forcée. On a plusieurs types de prostitution. Celle dont j'ai parlé par exemple, voilà, la femme de 50 ans qui se prostitue chez elle parce qu'elle l'a décidé, parce que voilà, elle le peut, elle choisit ses clients, etc. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que la pointe de l'iceberg du trafic de la prostitution. Parce qu'en vrai, la prostitution, dans la très grande majorité des cas, est en fait un trafic. C'est-à-dire que des personnes dans une position de supériorité, avec de l'argent, se retrouvent à aller chercher des jeunes filles, des enfants, des femmes, peu importe, pour les acheter ou pour les kidnapper et ensuite les revendre dans d'autres pays. L'Organisation internationale du travail estime que plus de 2,5 millions de personnes en sont victimes chaque année, 80% seraient des femmes et des enfants.
Source Amnesty International. Je te conseille vivement d'aller sur ce site si tu veux t'informer à ce sujet. Moi j'avais étudié ça à l'école et j'étais hallucinée de savoir que ça existait encore aujourd'hui en 2017. Il y a un tas et un tas et un tas de contenus qui parlent de prostitution forcée dans plein de pays différents, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit en Afrique, en Asie du Sud-Est, peu importe, c'est quelque chose qui se retrouve partout à nouveau et je t'invite vraiment à t'informer sur ça. Est-ce qu'on a encore besoin de préciser que la majorité des victimes sont des femmes ? Non! Tout à l'heure j'ai parlé de tourisme sexuel. Alors si tu sais pas ce que c'est, déjà je te préviens, il y a un tas de contenus sur le net à propos du tourisme sexuel. Donc qu'est-ce que c'est le tourisme sexuel? C'est une pratique qui consiste en fait à profiter du fait que par exemple on vit dans un pays où il y a beaucoup de touristes qui viennent. Donc les touristes souvent sont là pour claquer de la thune et donc on va profiter du fait qu'il y ait beaucoup de touristes dans notre pays pour leur vendre des prostituées. Mais pas n'importe quelle prostituée. Très souvent on les loue en fait. En fait ce qui se passe c'est que le scénario typique c'est un homme, souvent un homme, très souvent un homme, débarque par exemple en Thaïlande ou en, je sais pas moi, en République Dominicaine, peu importe. Il débarque, il a de la thune à claquer. Et dans les hôtels même ou dans les auberges où il va aller ou même dans la rue, on va lui proposer s'il a envie de s'amuser un petit peu et avec quoi il a envie de s'amuser. Donc l'homme peut se retrouver à dire bah moi j'aime bien les filles plutôt rondes ou les plus fines ou les petites jeunes et machin. Et donc il y a des personnes qui existent qui s'occupent en fait de trouver des personnes défavorisées et de leur dire écoute il y a quelqu'un qui est prêt à claquer de la thune pendant une semaine pour ton cul, est-ce que tu veux le faire? Et donc cette personne défavorisée très souvent acceptent ou on les oblige parce que je pense que dans la... Enfin je mets mes deux mains à couper que dans la majorité des cas ces personnes là sont obligées et ça va même plus loin, ça va aussi avec des enfants. Une fois j'ai vu un reportage qui m'avait tellement marqué à ce sujet à nouveau autour du tourisme sexuel d'une mère de famille en fait qui vendait ses filles à justement ces touristes qui venaient dans son pays parce que c'était le seul moyen en fait pour elle d'avoir de l'argent, sauf que ces filles étaient des enfants, des mineurs. Alors tu vas me dire quel type de mère fait ça, je me pose la même question mais voilà à nouveau pour que tu vois que ce n'est pas des choses à prendre à la rigolade que ça existe vraiment et ça concerne beaucoup de monde. Les touristes en question dont j'ai parlé sont extrêmement nombreux aussi et certains font des voyages exclusivement pour ça, c'est-à-dire pour aller baiser pas cher dans un autre pays et ça c'est aussi du trafic d'humains. La réalité ici est très différente de celle du bord de mer, qui a aussi beaucoup de situations cachées d'exploitation sexuelle. Beaucoup d'enfants et d'adolescents sortent d'ici pour aller se prostituer là-bas, dans les quartiers plus animés. Cela implique un énorme réseau, avec de nombreux acteurs, dans le secteur du tourisme, les hôtels, les taxis. Les agents de l'État sont impliqués, des policiers, des responsables des services publics, des fonctionnaires. Parlons maintenant des féminicides. Alors oui, les féminicides, ça existe aussi en Occident évidemment, mais je voulais prendre un exemple d'un autre pays pour que tu vois exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on entend par féminicide? C'est juste le fait de commettre un meurtre envers une femme pour la simple et bonne raison que cette personne est une femme. Pour que tu aies un exemple concret, je t'invite à regarder un reportage à nouveau que tu vas trouver dans la barre d'infos, je crois que ça s'appelle La malédiction de naître fille en Inde. De quoi parle du coup le reportage? Du fait que dans certaines régions en Inde, énormément de bébés naissant avec un sexe féminin se retrouvent tués tout simplement parce que ce sont des enfants femelles. Alors pourquoi tu vas me dire? Tout simplement parce que ce sont des régions où la culture et la tradition font que celui qui va travailler, qui va rapporter de l'argent et puis qui va être l'espoir de la famille, ce sera l'enfant masculin. En fait, plus t'as d'hommes dans ta famille, plus t'as d'enfants hommes, mieux c'est, mieux t'es vu, plus t'as d'honneur, etc. Alors que si tu n'as que des filles, c'est la galère parce qu'en plus les filles, il va falloir les marier, il va falloir les maintenir, il va falloir faire une dot pour lorsqu'elle va se marier, ça coûte de l'argent, c'est problématique quand t'es pauvre et une fille ça va pas te rapporter grand chose à la maison vu qu'elle va pas travailler, tu vois. Et donc on se retrouve dans beaucoup de cas où une mère qui va donner naissance à son enfant, si elle voit que c'est une fille, va le tuer elle-même. C'est horrible quand tu vois ce reportage et que tu vois les mères elles-mêmes dire qu'elles ont dû tuer leur fille, qu'elles n'avaient pas le choix parce que sinon si elles les tuent pas, c'est leur père ou quelqu'un de leur famille qui va le faire à sa place parce qu'ils ne veulent pas d'enfants féminins dans la famille, tout simplement pour une question économique. Je te conseille de regarder la vidéo de Horror Humanum Est aussi qui parle du coup de cette thématique là en Inde, qui l'explique en 2 minutes et puis qui aussi est très complet. Donc voilà, ça c'était pour les féminicides et c'est un exemple de féminicide parmi d'autres féminicides qui existent et d'autres pratiques qui se font contre les femmes juste parce que ce sont des femmes. Des cabinets mobiles sillonnent les campagnes et proposent des forfaits échographie plus avortement si le bébé est une fille. La pratique est interdite mais fréquente. Au pire, une sage-femme complice saura pratiquer un infanticide discret et déclarer simplement que le bébé est mort à la naissance. Le bébé peut également être empoisonné ou noyé. Une pratique consiste à lui mettre un bonbon dans la bouche et à l'enfermer dans une jarre hermétiquement close, en lui demandant d'intercéder auprès des divinités pour envoyer un petit frère à ses parents la prochaine fois. Parlons maintenant de l'excision. Alors si tu ne sais pas ce qu'est l'excision, je vais te l'expliquer en 2 mots. L'acte d'exciser quelqu'un, c'est le fait de lui
couper le clitoris. Clitoris qui est un organe génital féminin qui consiste à ressentir du plaisir pendant l'acte sexuel et absolument rien d'autre. C'est le seul organe du corps qui consiste à te donner du plaisir et rien d'autre. C'est une pratique qui se fait dans différents pays sur différents continents et qui peut se faire d'une façon différente, c'est-à-dire que soit on coupe le clitoris, soit on coupe le clitoris et les grandes lèvres, soit on coupe le clitoris, les grandes lèvres et les petites lèvres, on referme le tout. On laisse un petit trou qui va se faire élargir par le futur mari qui du coup va venir tout péter. Je te laisse imaginer la douleur que ça représente. Attention, ce n'est pas comparable avec la circoncision. La circoncision consiste à enlever le prépuce, c'est-à-dire le bout de peau qui couvre le gland. Ça aurait été comparable si on coupait le gland pendant la circoncision, mais ce n'est pas le cas, parce que là on est en train de parler du fait de couper l'organe directement et non pas la peau qui se situe autour. New York, le 5 février 2016, au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui ont subi des mutilations génitales dans 30 pays. 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd'hui. D'après un nouveau rapport statistique publié à l'approche de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, MGF des Nations Unies. Source UNICEF. Entre 100 et 140 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi des mutilations sexuelles et rien qu'en Afrique, plus de 3 millions de filles se sont exposées à cette pratique chaque année. Quelques 70 millions de filles dans le monde se marient avant l'âge de 18 ans et très souvent contre leur gré. Je sais pas si tu te rends compte de l'ampleur que ça prend ce truc. Je me fous tellement de savoir que c'est une question culturelle, traditionnelle, religieuse, peu importe, ça reste un acte profondément misogyne et violent que de couper, charcuter les parties génitales d'une femme. Déjà que lorsque tu as un clitoris, c'est compliqué de comprendre ta sexualité parce que la société ne t'aide pas à découvrir ton plaisir en tant que femme, mais en plus si tu n'as pas de clitoris, si tu as des cicatrices, si tu as un vagin qui a été refermé pour laisser passer seulement l'urine, le sang menstruel et la bite de ton futur mari qui aura 50 ans de plus que toi, franchement, inutile de te préciser qu'il existe encore des pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, comme elles n'avaient pas le droit de voter à l'époque, mais bon là elles n'ont pas le droit de conduire, ou qui ont besoin d'un tuteur pour aller voyager ou étudier, comme par exemple en Arabie Saoudite. En parlant d'interdiction, on pourrait parler d'éducation et du fait qu'il existe de nombreux pays où les filles n'ont même pas le droit d'aller à l'école. Les petits garçons ont le droit d'aller s'instruire, mais les petites filles non. Parce que oui, ce serait con, hein, une femme qui s'instruit, une femme qui se rend compte du coup qu'elle a des capacités, une femme qui se rend compte qu'elle a une autonomie, une femme qui se rend compte qu'elle a un esprit critique. Mais du coup, on va empêcher cette femme-là d'aller à l'école et s'instruire pour qu'elle reste ignorante et à la merci de ses homologues masculins. Pour plus d'informations à ce sujet, je t'invite à t'intéresser à l'histoire de Malala, donc une jeune fille qui a reçu le prix Nobel de la paix ces derniers temps. Je sais plus si c'était il y a 3 ans, 2 ans, je sais plus exactement quand ça s'est passé, mais en gros elle a reçu le prix Nobel de la paix parce que quelques années auparavant elle avait décidé d'aller à l'école alors qu'elle subissait une menace très dangereuse de la part des talibans il me semble, et donc elle était quand même allée à l'école, elle s'est reçue des balles dans la tête parce qu'elle avait quand même eu l'audace d'y aller, et cette petite a survécu et maintenant elle est devenue une source d'inspiration pour beaucoup de petites pakistanaises et autres personnes dans le monde j'imagine. Donc c'est une histoire très émouvante, très intéressante, je t'invite aussi à t'y intéresser. He fired three bullets and one hit you on the left side of my head. I would have been doing like this, so I hide my face because there was gunpowder on my fingers. On pourrait aussi parler de la discrimination par rapport au fait d'avoir ces règles, donc là je vais te donner à nouveau un exemple concret mais il en existe plein d'autres. On va parler de la tradition qui s'appelle Shaupadi au Népal. Le Shaupadi est une tradition de l'ouest du Népal qui interdit aux femmes hindoues la pratique de nombreuses activités quotidiennes durant leur menstruation, pendant lesquelles elles sont considérées impures. Les femmes vivent alors dans des conditions précaires, isolées dans un abri hors de la maison comme une établie, avec une alimentation pauvre et une interdiction de toucher des hommes, les enfants ou le bétail. Ah, les arbres et points d'eau habituels. Putain, carrément, elles ne peuvent pas toucher les arbres ni les points d'eau habituels. Illégale depuis 2005 au Népal, la tradition du Shaupadi continue à être imposée dans l'ouest du pays où elle est encore pratiquée par une majorité de femmes. Voilà, tu as tes règles, et vu que tu as tes règles, tu es impure et donc tu dois partir dans la forêt seule pendant que tu as tes règles. अनि राति छाउ भयो भने के गर्ने त राति छाउ बिगन आउँछ रात छाउ बनाइजान्छ छाउ हाल्न गोठमा बस्नु दुःख हुँदैन हुन्छ दुःख त नभएर हुन्छ बिहाको झगडा हुन्छ बेग आउँछ चिसो भइरहेछ बस्नु बहिनी त ज्यादा होइन 7 दिन मात्र बसिने हो 7 दिन 5 दिन भन्नु त्यतिमा बसिन्छ किन फोडी त बनाउनु ठीक हुँदैन घरमा फोडी हुन्छ
On pourrait aussi parler des mariages forcés, c'est quelque chose qui se pratique aussi dans de nombreux pays. Donc là, ce que moi j'ai pu voir, c'était au Maghreb, au Moyen-Orient et en Asie, mais il y a sûrement ça qui existe dans d'autres pays. Et donc, selon l'UNICEF, les parents décident de marier leurs filles de bonne heure pour un certain nombre de raisons. Quand on dit de bonne heure, c'est des filles très jeunes, voire mineures, souvent mineures. Les familles pauvres peuvent considérer une fille jeune comme un fardeau économique et son mariage comme un indispensable moyen de survie pour la famille. Elles peuvent penser que le mariage d'enfants protège leur fille contre les dangers de la violence sexuelle. Je répète cette phrase. Elles peuvent penser que le mariage d'enfants protège leur fille contre les dangers de la violence sexuelle ou d'une façon plus générale, la confie aux bons soins d'un protecteur du sexe masculin. Le mariage d'enfants peut aussi être considéré comme un moyen d'éviter aux filles d'être rendues enceintes en dehors du mariage. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Grosse ambiance dans cette vidéo, on adore. On pourrait aussi parler des viols de guerre, allez c'est parti. Là je suis en train de me chauffer dans cette vidéo, plus ça va plus je suis énervée, mais c'est pas grave, c'était normal, on s'y attendait de toute façon. Si tu n'es pas au courant, sache qu'à chaque fois qu'il y a eu une guerre dans l'histoire de l'humanité, peu importe dans quel contexte, peu importe dans quel lieu géographique où cette guerre a eu lieu, peu importe de qui, de quoi, de comment, à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a des viols. C'est systématique. Ce n'est pas une nouveauté, tu sais que les personnes qui vont à la guerre sont très souvent des hommes confrontés à une pression incroyable, dans une ambiance hyper violente, loin de leurs femmes, loin de toute possibilité de partager une quelconque sexualité avec quelqu'un, et donc un truc qui se fait énormément pendant la guerre, c'est d'aller violer les femmes des adversaires. Et ça se fait, mais vraiment systématiquement. Il n'y a pas une guerre qui existe sans viol de guerre. Ça n'existe pas. À chaque fois qu'il y a eu des guerres, il y a eu des témoignages de femmes qui se sont fait violer, puis tuer, ou violer et filmer, ou violer et kidnapper. Toujours. J'avais vu un film cette année qui parlait du cas de la Syrie au FIFDH, à nouveau ce festival dont je t'ai parlé tant de fois, qui parlait du coup des viols de guerre en Syrie et donc c'est d'actualité quoi, c'est encore maintenant le cas, de témoignages de femmes du coup qui racontaient en fait comment est-ce qu'elles se sont fait violer par des soldats du camp adverse et comment elles s'étaient fait filmer par les soldats pour ensuite envoyer la vidéo au mari de la femme violée histoire de l'humilier. C'est un acte de déshonneur. On pourrait aussi parler de la lapidation des femmes adultères par exemple, alors c'est encore qu'il y a une pratique qui existe aussi pour les hommes, le fait de la lapidation, donc c'est en fait tuer quelqu'un à coups de pierre, une personne qu'on enterre soit jusqu'à la taille, soit jusqu'au cou et du coup on lui balance des pierres pour la tuer, et très souvent ça se fait du coup pour les personnes qui pratiquent l'adultère. Je vais te lire du coup un extrait d'une source que j'ai du site Amnesty International. De plus, la peine de mort par lapidation touche particulièrement les femmes. Cette discrimination provient entre autres du fait que les femmes ne sont pas l'égale des hommes devant les tribunaux. Lors d'une accusation d'adultère, le témoignage d'un homme vaut celui de 2 femmes. De plus, les femmes appartenant à des minorités ethniques ne parlent souvent pas persan. Du coup on parle de l'Iran parce que le persan c'est une langue iranienne. Autre extrait qui parle de ça. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a déploré mardi la lapidation d'une jeune somalienne de 13 ans accusée d'adultère alors qu'elle avait été victime d'un viol. Parce que oui, un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, une femme qui se fait violer, c'est elle qui va être pointée du doigt parce que en plus d'avoir été violée, elle a été salie, elle a déshonoré son mari et donc il faut la punir. Donc la meuf elle se fait violer et en plus de ça, on va la punir parce qu'elle a eu le malheur de se faire violer. Aïcha Dououlo a été lapidée le 27 octobre dans un stade rempli de spectateurs à Kismayo après avoir été jugée coupable d'adultère. Des informations indiquent toutefois qu'elle avait été violée par 3 hommes alors qu'elle se rendait à pied chez sa grand-mère dans la capitale Mogadiscio. Après l'attaque, elle avait cherché protection auprès des autorités qui l'avaient alors accusée d'adultère et condamnée à mort. J'ai 13 ans, je me fais violer et je me fais condamner à mort pour adultère. On pourrait aussi parler des crimes d'honneur qui touchent une majorité de femmes à nouveau, donc des femmes qui se retrouvent avec le visage complètement cramé à l'acide parce qu'elles n'ont pas agi comme la famille le voulait et donc ont déshonoré leur famille. On pourrait aussi parler des nombreux assassinats des militants et des journalistes qui tentent de parler de ça dans leur propre pays et qui se retrouvent du coup non seulement censurés mais aussi tués pour avoir voulu dénoncer ce genre de pratique. Maintenant on va parler du sexisme ordinaire, parce que là on a parlé de trucs bien sales, on a parlé du passé, on a parlé de 1000 trucs, mais maintenant on va parler du coup des conséquences de toute cette merde sociale dans la vie de tous les jours à une échelle beaucoup moins grave. Mais c'est pas parce que c'est moins grave que c'est acceptable quand même. Alors, parlons de la taxe
taxe rose. Si tu sais pas ce qu'est la taxe rose, je t'invite à visionner un reportage de la TSR qui porte ce nom-là, la taxe rose, que tu trouveras aussi dans la description, qui est un reportage qui démontre en fait que par rapport à... que les produits pour les femmes coûtent plus cher que les produits pour les hommes dans de très nombreux cas. Par exemple, un rasoir pour femme va coûter plus cher qu'un rasoir pour homme alors que c'est exactement le même rasoir, il y a juste la couleur du packaging qui change ou 3 paillettes qui sont rajoutées et donc on va faire payer plus cher le rasoir pour femme. Exemple avec les produits cosmétiques, exemple avec les vêtements. Enfin bref, je t'invite à regarder ce reportage qui est très intéressant et très complet à ce sujet. Par contre ça se passe en Suisse, je sais pas s'il y a des trucs par rapport à la France. Moi j'ai trouvé un qui parlait en plus de Genève il me semble et qui était très intéressant. Ensuite, les blagues et les insultes misogynes et sexuelles constamment faites aux femmes, hein, donc ces fameuses blagues qui sont censées être du second degré mais qui en fait sont de la discrimination cachée, hein, quand t'as Jean-Michel Gros Macho qui va te balancer « Eh, tu me ferais bien une pipe !» Il dit pas ça au second degré, il aimerait bien que tu lui fasses la pipe, mais il essaye de le dire sur le ton de l'humour, pour faire semblant que c'est pour rire. Et donc voilà, j'avais fait une vidéo déjà à ce sujet par rapport à l'humour, c'était un coup de gueule qui parlait exactement de ça, donc je t'invite aussi à visionner cette vidéo. Le point suivant, c'est le fait de réduire beaucoup les femmes à leur physique et à leur capacité à être baisables ou pas. C'est quelque chose d'extrêmement présent, même moi je le vis tout le temps, dans le sens où plus t'es bonne, plus t'es baisable, alors plus tu as de chances d'obtenir ce que tu veux, plus tu as de chances d'exceller dans la société, d'être reconnue, d'avoir de la valeur, parce que c'est ça qu'on attend d'une femme, c'est qu'elle soit jolie et qu'on puisse la baiser tout simplement. Être moche aux yeux de la société est beaucoup plus facile pour un homme que pour une femme, parce qu'une femme c'est comme si c'était le seul truc qu'elle pouvait apporter, c'était sa beauté. On dit toujours d'une femme qui est belle, la beauté féminine, la grâce féminine, le fait qu'une femme c'est beau, c'est élégant, c'est charmant, ça donne envie, tu vois. Et puis un homme qui va être plus ou moins, voilà, je sais pas, tout ce qui correspond pas au canon de beauté, quoi, gros, poilu, petit ou je sais pas quoi, va beaucoup moins galérer dans sa vie qu'une femme qui est grosse, poilue et petite et moche, tu vois. Parce qu'on attend plus d'elle qu'elle ait une esthétique attirante que de lui, tu vois. On pourrait aussi parler de slut shaming et de body shaming. Alors qu'est-ce que c'est le slut shaming? Slut ça veut dire pute en anglais et shaming ça veut dire lynchage. Donc c'est juste le fait de lyncher une fille qui se comporterait comme une pute via ses habits, son comportement, via sa sexualité. Et body shaming c'est pareil, c'est juste qu'on va lyncher quelqu'un par rapport à son physique. Donc t'as des seins qui pendent, t'as des vergetures, t'as de la cellulite, t'as du gras, t'as un double menton, t'as ci, t'as ça. Bref, du coup on va t'humilier parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent lorsque t'es une femme c'est beaucoup plus exigeant que lorsque tu es un homme. On pourrait aussi parler de la domination de rue, du fait que quand tu sors de la rue très souvent, t'as des gens qui vont te klaxonner, te siffler, qui vont miauler. Moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'était la première fois qu'on me faisait ça. Un ouvrier, à chaque fois que je passe, il miaule quoi. Genre petite schneck, hein, ma petite chatte, viens par là. Le mec il miaule à chaque fois, bref on s'en fout. Mais une façon de dire, regarde moi je suis là, c'est moi qui domine la rue parce que j'ai envie que tu me remarques et même si je sais très bien que tu vas pas me répondre, je veux quand même que tu m'entendes et que tu vois que je suis là. Parce que franchement je vois pas pour quelle autre raison une voiture se mettrait à être klaxonnée au bord de la route, sachant que tu vas pas t'arrêter, tu vas pas monter dans la voiture, enfin qui fait ça sérieux. Ensuite on pourrait parler du contrôle constant de nos codes vestimentaires. C'est-à-dire qu'on va tout le temps faire 400 000 débats autour des vêtements des femmes. S'il faut qu'elles sortent en mini-jupe ou en short, s'il faut qu'elles mettent un voile et le burkini et puis je sais pas quelle autre connerie. Toujours des tas de débats autour de l'accoutrement des femmes. Non mais sérieux, on n'a pas d'autre chose à foutre que de parler des tenues vestimentaires des filles, sérieux. Et puis si tu portes une jupe trop longue, ça fait que t'es un peu islamiste, mais si tu mets un short, ça fait que t'es un peu une pute, et si t'es voilée, t'es une soumise, et si t'es pas voilée et maquillée, t'es qu'une sale garce, bref. H24 de débats autour de ça et c'est d'une fatigance incroyable. La liste est tellement longue et je pourrais tellement la continuer mais voilà, comme ça t'as à peu près une idée de comment est-ce que le sexisme se manifeste, à quel niveau, de quelle façon, à quelle échelle, enfin bref tu vois que ça se manifeste de plein de façons et la source, le tronc commun de toute cette merde c'est le patriarcat qui existe depuis des millénaires et que je te conseille de t'informer autour de ça en regardant par exemple ma vidéo à ce sujet et d'autres contenus à propos de ça parce que comme je l'ai dit je n'ai pas la science infuse. Tu veux savoir vraiment ce qui est le plus grave en fait par rapport à tout ça, c'est le fait qu'on ne croit pas. C'est le fait qu'une femme, lorsqu'elle va parler de ce qu'elle subit en tant que femme, ou lorsqu'elle va réaliser que ce qu'elle subit n'est pas normal, on va toujours la remettre en question. Oui, mais tu crois pas que t'exagères un peu? Oh, mais t'es sûre que c'était vraiment un viol? Oh, mais tu crois vraiment qu'il te voulait du mal ce mec? Tout le temps, on va te remettre en question. C'est pas un hasard s'il y a très peu de personnes qui vont porter plainte au commissariat de police pour dire qu'elles se sont fait toucher, qu'elles se sont fait violer, qu'elles se sont fait harceler, parce qu'il faut des preuves physiques, parce qu'il faut avoir un but concret en fait quand tu fais ça, parce qu'on va remettre en question ta parole en pensant que tu fais ça parce que tu veux attirer l'attention. Parce qu'en fait on est des petites victimes et qu'on chiale pour rien, c'est bien connu, les filles ça pleure pour rien.
Sérieux. Franchement, si tu fais partie de ces personnes qui remettent tout le temps en question les problématiques sexistes, qui à chaque fois ont des arguments à donner pour dire qu'en fait non, c'est pas vraiment comme ça, que ça existe pas en fait, et le patriarcat c'est une connerie, et le féminisme c'est un complot maçonnique juif, je sais pas quoi, sérieux, pose-toi les bonnes questions. Si ça se trouve, tu te sens concerné parce que tu sais que t'as un rôle à jouer là-dedans, parce que peut-être que tu le fais même pas exprès, ou peut-être en fait que tu veux pas y croire, de te dire que c'est possible et que c'est vrai, et qu'en fait ça se fait encore aujourd'hui. Mais justement, ce genre de vidéo et le témoignage de plein d'autres femmes, et pas que des femmes d'ailleurs, sont là pour ça, pour te faire réaliser que ces choses existent, elles sont vraies, ce sont des faits. Et donc à nouveau, je te renvoie aux sources. Va t'informer s'il te plaît. J'ai fait une liste aussi du sexisme envers les hommes, mais je ferai une autre vidéo pour ça parce que je me rends compte que cette vidéo est extrêmement longue. Mais voilà, j'espère du coup que j'ai pu t'informer sur certaines choses. J'espère que du coup t'es pas trop déprimé à la fin de cette vidéo parce que c'est pas ça le but. Le but c'est que tu aies une prise de conscience, c'est que vraiment tu te dises ok. Qu'est-ce que je fais moi dans tout ça? Où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc voilà, juste essayer de s'informer, de véhiculer les messages. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle t'aura plu un minimum, j'espère qu'elle aura pu t'enseigner certaines choses, t'informer, te faire prendre conscience de certaines choses et surtout que tu aies fait des liens, parce que c'est ça le plus important, c'est que tu vois les liens qu'il y a entre la taxe rose, entre le viol et l'excision, parce que tout ça, ça vient de la même source dont j'ai parlé tout à l'heure, le patriarcat, la domination masculine, le sexisme, tout simplement. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à compléter cette vidéo si tu as d'autres sources, si tu as d'autres films, d'autres articles à lire à ce propos, si tu as d'autres points à rajouter à ma liste, parce qu'il y en a très probablement, je t'invite à le faire, franchement il faut qu'on en discute, il faut qu'on en parle, et transmets le message s'il te plaît. C'est important que les gens une bonne fois pour toutes se rendent compte que c'est pas du bullshit, hein, et puis que même si nous on est très privilégiés dans notre société, il y a encore du boulot, et du boulot qui ne compte pas juste pour nos gueules, qui font faire du bien au monde en entier, j'espère. Je te fais un gros bisou, je t'aime très fort, prends soin de toi et on se voit demain.